Nous vous présentons aujourd'hui une vidéo sur le stress. Plus précisément, notre question est « Quels sont les effets du stress sur le cerveau et la santé? » Ce sujet nous semble pertinent puisqu'en contexte universitaire, le stress prend une place importante dans nos vies. Attention! La vidéo est un travail étudiant ne constituant pas des conseils médicaux ni professionnels. La vidéo ne contient pas de contenu tiré de sources protégées par le droit d'auteur. Nous consentons à une diffusion publique de la vidéo. Une revue de littérature démontre que la réponse de stress à des stimuli qui ne sont pas souvent considérés comme étant des stresseurs peuvent être aussi importantes que la réponse à des stimuli négatifs. Ainsi, l'analyse des réponses physiologiques vient appuyer l'hypothèse que l'importance de la réponse neuro-endocrine reflète les demandes métaboliques et physiologiques requises pour l'activité comportementale. Il est donc proposé, suite à ces recherches, que le terme stress ne soit utilisé que lorsqu'il est question de conditions où la demande environnementale dépasse la capacité de régulation naturelle de l'organisme, particulièrement dans des situations qui incluent imprévisibilité et incontrôlabilité. Physiologiquement, le stress semble être caractérisé par soit une absence de réponse anticipatoire, imprévisibilité, ou une récupération réduite, incontrôlabilité, de la réaction neuro-endocrine. Les réponses au stress aigu facilitent l'adaptation et la survie via des réponses neurologiques, cardiovasculaires, autonomiques, immunitaires et métaboliques. Le stress chronique, quant à lui, peut promouvoir et exacerber la physiopathologie par l'intermédiaire des mêmes systèmes qui sont dysrégulés. Le fardeau du stress chronique et les changements comportementaux qu'il entraîne, par exemple le tabagisme, la mauvaise habitude alimentaire, la consommation d'alcool, le sommeil de mauvaise qualité, souvent référé aux habitudes de vie, est appelé surcharge allostatique. L'avantage de cette terminologie est qu'elle inclut le concept des changements comportementaux, ce qui n'est pas particulièrement évident dans l'usage du mot stress. Finalement, il est essentiel de préciser que la perception joue un rôle important. Il a été démontré que la quantité de stress reportée par une personne ainsi que la perception que ce stress affectait sur sa santé étaient indépendamment associées à une augmentation de problèmes de santé. Cependant, ceux qui ont reporté une grande quantité de stress et que le stress avait un grand impact sur la santé avaient une augmentation de 43% du risque de mort prématurée. La perception interagit donc avec la quantité de stress. Lors d'un événement stressant, le taux de glucocorticoïdes sanguins augmente. Le stress entraîne une activation de l'hypothalamus qui sécrète alors de la corticolibérine ou CRH. Cette hormone amène à son tour l'hypophyse à produire la corticotrophine ou ACTH qui circule dans le système sanguin pour atteindre les glandes surrénales. Celle-ci relâche alors le cortisol. En temps normal, ce processus forme une boucle de rétroaction négative. Un excès de cortisol sanguin active les récepteurs aux glucocorticoïdes du cerveau et inhibe la production de CRH, ce qui mène à un arrêt de la production de cortisol. Par contre, en présence de stress chronique, cette boucle ne fonctionne plus, d'où une production excessive de CRH et donc de cortisol. Chez les patients vivant du stress chronique, il est possible d'observer une diminution du volume de l'hippocampe. Cette diminution de volume est causée par un excès de glucocorticoïdes qui amène à deux conséquences, soit une diminution de la neurogénèse des neurones dentelés de l'hippocampe, donc moins de nouvelles neurones naissent, ainsi qu'une atrophie des neurones de l'aire CA3. Les neurones de l'aire CA3 font partie du circuit trisynaptique. L'hippocampe est construite de trois aires différentes, soit la CA1, la CA2 et la CA3. Ces aires forment le circuit trisynaptique de l'hippocampe et sont constituées de neurones pyramidaux. Ce circuit est appelé trisynaptique puisqu'il contient trois synapses qui permettent la mémoire spatiale. Avant d'entamer les explications relatives à l'amygdale, il nous semble important de revoir quelques notions neurologiques. D'abord, les dendrites permettent de recevoir et de conduire l'influx nerveux provenant d'autres cellules nerveuses. Ils sont situés au niveau de la zone postsynaptique. Ensuite, les fonctions de l'amygdale, qui sont la régulation de la faim et des émotions, sont régulées par les mêmes hormones que ceux du stress. Le stress amène un retard de la formation des épines dendritiques sur les neurones de l'amygdale basolatérale. Ce retard dans la formation des épines entraîne une expansion des dendrites déjà présentes dans l'amygdale. Donc, ceci mène à une hypertrophie de l'amygdale et une augmentation de ses fonctions. Finalement, le stress chronique cause une diminution du volume de la substance grise ainsi qu'un rétrécissement des dendrites au niveau du cortex préfrontal. On observe également un hypofonctionnement au niveau préfrontal avec une diminution du flux sanguin et du métabolisme du glucose. Voici un rappel des fonctions du cortex préfrontal qui peuvent être affectées lors d'un épisode de stress. Les événements de stress précoce sont associés à un rythme de psychopathologie associé dans l'enfance et à l'âge adulte. Au niveau prénatal, l'anxiété et le stress ou les traitements glucocorticoïdes durant la grossesse mènent à un nourrisson de plus petite taille et ou avec un poids inférieur à la moyenne à la naissance.
Le stress au cours de la période prénatale affecte le développement de nombreuses régions dont l'hippocampe, le cortex frontal et l'amygdale. Des perturbations dans le développement de l'enfant ont été associées au stress maternel, à la dépression maternelle durant la grossesse et à une exposition du fœtus aux glucocorticoïdes exogènes tôt dans la grossesse, ce qui entraîne un déficit d'attention avec hyperactivité, des comportements antisociaux, des perturbations du sommeil, des symptômes dépressifs, un trouble de l'anxiété ou des abus de drogue. Selon Lupien et collaborateurs, à l'adolescence, la présence de stress crée une élévation du glucocorticoïde, augmentant donc considérablement la mémoire pour les informations émotionnelles, alors qu'elle entrave la récupération d'informations neutres, soit les informations qui ne touchent pas les émotions. Pendant l'enfance, l'hippocampe, qui continue de se développer après la naissance, pourrait être la région du cerveau la plus vulnérable aux effets du stress chronique, possiblement par le biais d'un processus d'augmentation de la CRH dans l'hippocampe. À l'adolescence, le cortex frontal, qui connaît un développement important à ce stade, peut être le plus vulnérable aux effets du stress, pouvant conduire à une réponse prolongée des glucocorticoïdes au stress persistant jusqu'à l'âge adulte. À l'âge adulte et à la vieillesse, les régions du cerveau qui subissent le déclin le plus rapide en raison du vieillissement sont extrêmement vulnérables aux effets des hormones de stress. L'exposition à des taux élevés de glucocorticoïdes, tant dans les environnements prénatals que postnatals, a été liée à certaines pathologies chez l'adulte, y compris les maladies cardiaques, le diabète, la dépression, les troubles anxieux et les démences vasculaires et de type Alzheimer. Il y a plusieurs alternatives de traitement pour traiter le stress. Parmi ces traitements, on en compte des pharmacologiques et des non pharmacologiques. Débutons avec les traitements pharmacologiques. Les benzodiazépines se fixent sur les récepteurs aux neurotransmetteurs GABA en même temps que ceux-ci pour permettre l'entrée de chlore dans la cellule. Ils ne se fixent pas sur les récepteurs spécifiques au GABA, mais sur d'autres sites qui peuvent se lier avec plusieurs molécules comme les benzodiazépines. Ainsi, ces deux molécules agissent de manière agoniste. Cela entraîne une hyperpolarisation de la cellule et par le fait même une diminution de l'excitabilité du neurone. Ils contribuent à diminuer le stress par leur action sur les récepteurs GABA. Ces médicaments sont disponibles sous ordonnance seulement. À long terme, ils peuvent entraîner un trouble d'utilisation de cette substance, une dépendance physique ainsi que des problèmes de concentration. Les benzodiazépines sont généralement pris à court terme. De plus, ils peuvent être pris simultanément avec des ISRS. Les benzodiazépines comprennent le clonazépam et le diazépam qui sont des anxiolytiques. Les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, ISRS, comme l'indique son nom, inhibent la recapture de la sérotonine par le neurone présynaptique après qu'il l'ait relâchée dans la synapse. On peut alors observer une augmentation de la concentration dans l'espace extracellulaire, puis, au final, cela entraîne une diminution de la concentration de la sérotonine dans les neurones. Les ISRS sont utilisés non seulement dans le traitement de la dépression, mais aussi pour le traitement de l'anxiété. Ils sont utilisés sous ordonnance et comprennent le citalopram, la fluoxétine, l'escitalopram et plusieurs autres. Parlons maintenant des traitements non pharmacologiques. Les thérapies cognitivo-comportementales sont les principales psychothérapies utilisées pour l'intervention de l'anxiété. Les bénéfices obtenus avec la TCC se maintiennent à long terme. De plus, une méta-analyse suggère que les interventions cognitives, comportementales et de pleine conscience ont un impact positif sur la réduction du stress chez les étudiants universitaires. Les interventions cognitivo-comportementales et de pleine conscience axées sur le stress ont significativement réduit les symptômes d'anxiété chez les étudiants universitaires. De plus, les résultats ne se voient pas seulement par la perception de l'étudiant, mais aussi dans les résultats de concentration salivaire de cortisol. Pour l'anxiété généralisée, le traitement le plus effectif serait une combinaison de la thérapie cognitivo-comportementale et de médications, plus particulièrement les ISRS. Des modifications au niveau du style de vie peuvent également influencer le stress positivement, comme ne pas consommer de boissons caféinées, éviter de consommer de l'alcool, avoir une bonne nuit de sommeil, etc. Selon le magazine Québec Science, plusieurs techniques peuvent être utilisées dans notre vie de tous les jours pour réduire le stress que nous vivons. Par exemple, respirer en utilisant le ventre, rire ou chanter permet d'étirer le diaphragme et par le fait même diminuer la réponse au stress par des mécanismes hormonaux. Aussi, prendre le temps de tenir un journal qui répertorie les événements stressants permettrait d'établir des liens de cause à effet, notamment en les associant aux différentes variables définies dans la littérature concernant le stress. Celles-ci sont l'imprévisibilité, la nouveauté, l'atteinte à l'ego et la perte de contrôle. L'activité physique pratiquée de manière régulière améliore la circulation sanguine dans les lobes préfrontaux et pariétaux. Cela améliore par le fait même les fonctions exécutives. La pratique à la marche 1 heure par jour, 5 à 7 jours par semaine augmenterait le volume de l'hippocampe. De plus, du support social serait bénéfique.
Selon Tang et collaborateurs, la méditation à court terme aura un effet bénéfique sur le contrôle du stress. Leur étude portait sur un groupe de personnes qui ont médité avec une technique d'intégration du corps et de l'esprit. Le groupe contrôle avait des séances de relaxation. Les résultats ont démontré une hausse de l'attention exécutive. Le groupe expérimental a démontré une réponse plus basse de cortisol face à un stress mental que le groupe contrôle. Selon Pass et collaborateurs, la méditation aurait un impact physiologique sur les réponses au stress. Ils ont observé des corrélations signifiantes entre la quantité de méditation et les réponses face au stress psychosocial. Malgré les différents traitements disponibles, il peut sembler évident pour un individu que l'amélioration de son mode de vie, sommeil, support social, perception, saine alimentation, aura un effet bénéfique sur le stress chronique. Par contre, l'implantation de ce genre de stratégie top-down, d'un point de vue sociétal, est beaucoup moins évident. Pour appuyer la pertinence de stratégies top-down, il est d'ailleurs démontré qu'une intervention de type pleine conscience, mindfulness, ont des effets promoteurs au niveau de la réduction des symptômes comportementaux reliés au stress. Ainsi, il serait pertinent d'encourager la recherche sur l'efficacité de l'implantation de stratégies top-down par les gouvernements et les institutions comme un adjuvant aux traitements médicaux classiques.